Conakry, 22 septembre 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les femmes apprécient les grandes réformes en cours au port autonome de Conakry. Les résultats obtenus augurent de l'espoir. Une cérémonie a été organisée à cet effet. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est adressé aux femmes par visioconférence. Le traitement antirétroviral impacté par le Covid-19, près de 800 patients séropositifs ont interrompu leur traitement dans le centre de Conakry. C'est le Médecins sans frontières Belgique qui donne des statistiques inquiétantes. Un grand format dans ce journal. L'huilerie de Dabola, l'État guinéen reprend toutes les activités de l'usine avec la nomination des nouveaux directeurs généraux. Le partenariat public-privé n'a pas enregistré du succès. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret dès 2020-252 PRJ SGG portant nomination d'un préfet. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Boubacar Bari, administrateur civil, matricule 190-104W, précédemment secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Pita, est nommé préfet de Dalaba en remplacement de M. Alpha Boubacar Kalaba Muti. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 22 septembre 2020, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis cet important communiqué de la présidence de la République portant allègement des mesures de barrières sanitaires dans les secteurs du transport, du tourisme, des sports et de la culture. Après revue de la situation épidémiologique dont les résultats ont été jugés encourageants, baisse du taux national de positivité, réduction du taux d'occupation des lits dans les centres de traitement épidémiologique, faible taux de létalité et sous réserve de l'évolution de la Covid-19, les mesures de barrières sanitaires suivantes ont été allégées comme suit. Pour les moyens de transport, véhicules, minibus, bus, motos, taxis, pirogues et bateaux, port obligatoire des masques par tous les passagers, les conducteurs et les apprentis chauffeurs, rétablissement du nombre de passagers autorisés et des tarifs de transport par personne en vigueur avant le 26 mars 2020. Pour la réouverture des bars, restaurants et motels, port obligatoire des masques par le personnel de service, respect des mesures de distanciation physique. Pour la reprise des activités socio-culturelles, port obligatoire des masques par tous les spectateurs et les organisateurs, lavage systématique des mains à l'entrée, respect de la distanciation physique par les spectateurs et les organisateurs. Pour la reprise des activités sportives, port obligatoire des masques par tous les spectateurs et les organisateurs, respect de la distanciation physique par les spectateurs et les organisateurs, organisation des dépistages avant chaque compétition. Le couvre-feu reste en vigueur de 0h à 4h du matin dans la zone du Grand Conakry, Conakry, Koya et Dubrika. Les ministères en charge de la santé, de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile, des transports, de l'hôtellerie et du tourisme, de la jeunesse, de la culture et des sports, ainsi que les organisations patronales et syndicales et autres associations affiliées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'application rigoureuse des présentes directives à compter de sa date de signature. La présidence de la République. Dans l'actualité encore, le chef de l'État a reçu ce mardi 3 lettres d'accréditation au Palais Sérétoria. Il s'agit des lettres de créance du nouvel ambassadeur de France en Guinée, du représentant résident de la CEDEAO et du coordinateur résident du système des Nations Unies. Ces diplomates se sont engagés à accompagner la Guinée dans ses objectifs de développement. Ibrahima Keïta. Vincent Martin était le premier ce mardi à présenter sa lettre de créance au chef de l'État. Il est désormais le coordonnateur résident de l'Organisation des Nations Unies en Guinée. En présentant la lettre par laquelle le secrétaire général des Nations Unies l'accrédite en Guinée, Vincent Martin a rassuré le chef de l'État de sa volonté de contribuer au renforcement du partenariat qui existe depuis des années entre la Guinée et le système des Nations Unies. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres
par lesquels son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, m'accrédite auprès de vous en qualité de coordonnateur résident du système des Nations Unies. Lui, c'est Marc Fomboustier. Il est désormais l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française accrédité auprès du gouvernement guinéen. Avec résidence à Conakry, le diplomate français a présenté au chef de l'État la lettre d'accréditation de son pays auprès du gouvernement guinéen. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle du rappel de mon prédécesseur. Le troisième à présenter sa lettre de créance au président Alpha Condé est le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mario Gomez Fernandez, dans sa présentation, a rassuré le chef de l'État de sa volonté de contribuer au renforcement des liens de coopération entre cette organisation sous-régionale et la Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles Son Excellence Monsieur Jean-Claude Cassibrou, Président de la Commission de la CEDEAO, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur représentant résident de la CEDEAO en République de Guinée, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. La présentation de ces lettres de créance au chef de l'État est une autre preuve de l'excellence de la politique extérieure du président Alpha Condé, une autre preuve du retour de la Guinée sur la scène politique internationale. Dans l'actualité encore au port autonome de Conakry, plusieurs réformes ont été engagées au cours des 10 dernières années. Ce mardi, les acteurs portuaires et maritimes se sont retrouvés pour présenter quelques résultats issus de ces réformes. C'était en présence de la première dame de la République. Les femmes ont rendu un vibrant hommage au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Suivez le reportage, Yamo Kaba. Depuis une dizaine d'années, un vent de renouveau souffle sur la plateforme portuaire par le biais du partenariat public-privé scellé avec les groupes Bolloré et Al-Bayrak. Ce partenariat a pour objectif l'extension et la modernisation des installations, une dynamique dont les effets se font sentir sur la cadence de déchargement des marchandises et sur le trafic revu à la hausse. Le port de Conakry est l'un des premiers de mobilisation du secteur financier et l'État où nous analysons les 90% des échanges commerciaux avec l'extérieur. Cette frontière maritime est un patrimoine national qui a été sauvegardé par les multiples actions du président de la République. Pour en faire une unité de croissance économique à travers des investissements massifs dont les fruits sont consommés directement et indirectement par tous les acteurs de la vie socio-économique de notre pays, la Guinée. Nous sommes toujours animés d'un sentiment de fierté, d'enthousiasme et de satisfaction d'appartenir à une époque où le port de Conakry connaît un essor considérable dans un contexte sous-régional dominé par une forte concurrence dans le secteur maritime et portuaire. Des résultats satisfaisants présentés au public avec des défis à relever pour positionner la plateforme de la presqu'île de Kaloum
comme terminal de transit des pays voisins qui n'ont pas accès à la mer, comme le Mali. Des exigences de compétitivité suivies à la loupe par les autorités du secteur stratégique des transports. Le port autonome de Conakry était dans un trou. Aujourd'hui, la situation a changé, que ce soit au niveau du terminal conteneur, que ce soit au niveau du port conventionnel. Beaucoup d'investissements ont été faits de manière à augmenter de façon significative la compétitivité de notre port. Et je dirais même que le port est même victime de sa réussite parce qu'aujourd'hui, au niveau du terminal à conteneurs, il se pose même des espaces de stationnement des conteneurs parce que le trafic a augmenté plus vite que prévu. Aujourd'hui, on est dans une situation où le tonnage important qui transite par le port de Conakry est tel que nous avons même des problèmes d'espace de stockage. Et nous sommes en train, évidemment, de faire en sorte que cette situation soit réglée. Au port autonome de Conakry, la promotion du leadership féminin engendre aussi des résultats satisfaisants. Une promotion qui réconforte la première dame de la République. Ce qui m'a convaincu, c'est vraiment l'historique du port autonome de Conakry des années 50 à nos jours. Et surtout, depuis 2010, tout ce qui a été fait pour le port. Vous savez, le Mali compte sur le port autonome de Guinée ainsi que le Burkina Faso. Donc il est très important pour nous d'agrandir et de faire prospérer notre port, d'avoir des installations modernes. Donc tout ça sous le leadership du président de la République. Donc nous le remercions ainsi que les gestionnaires du port. Sur le plan international, le port autonome de Conakry est affilié à beaucoup de structures portuaires et maritimes, notamment l'AGPAOC, Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, une organisation qui supervise les activités du réseau des femmes portuaires et maritimes par le lobbying pour la promotion féminine. Justement, par visioconférence, le président de la République s'est adressé au réseau des femmes portuaires et maritimes. Professeur Alpha Condé a salué l'engagement des femmes dans le développement du secteur portuaire qui enregistre des résultats satisfaisants. On écoute le président Alpha Condé. Do kere no wa mune sembe fifo ma ati wa dangi Abidjan port wa dangi Dakar port la mais bi ngalu ayire marieze no sembe fimenema ba wo machine de tonner expédition à Corentin na kelema Nigeria na hema ino yere harade e mutoro donc déjà c'est des no femmes na bi na menni era c'est des plusieurs filles na Kenyan. Ensuite nous va faire au moins pêcher les femmes. Et bien les banque accompagné et bateau sara parce que au bateau de consignation nara on a consignation là-bas na mutane go fi mo parce que à cette c'est ma faire namba nous on a nous fait Arkutu Haute Guinée forêt à nous Fouta nous hayera mona pour que fanga il y a na kankre makona kina na don sono puisque on a accord à fait nous Union européenne au moyen na makona kina kona kina na fama ensuite on a vu mata farima donc nous avons mené sembe belebele fife pêchement dans le mois de mois de novembre on aura une conférence sur la pêche puisque l'Union européenne a fait. Bateau France a fait pour que nous avons bateau Ranfa autrement et nous on tricher nous avons contrat signal que tout bateau belebele bring et nous carburé beaucoup manana mais bâtiment matin maçon donc ma port a fait mener au CWD bah on est à Dakar au Yagima on est à Abidjan au Yagimane magala sintina nene fa be nene yagima nge bini mbara gelema so khoro ina mbara ngba ne mama
mbala ya fa magorema iradien mbelena ngambira iradien ira kolum fan wummo le manek kaysono do kere no wa mune sembe fifuma atu dangi Abidjan pora wa dangi Dakar pora mais bin kalu ayire mariage no sembe fimenema ba wo machine de tonner exposition à Corentin na kelema Nigeria na hema inom yere kharade e mutoro donc déménager de no femme na bir na menni era sende plugol fi na fa na Kenyan ensuite nous va faire au moins pêcher les femmes et bien les ketal banque accompagné et bateau sara parce que bateau bébé consignation nara on a consignation là-bas na mutane go fi mo parce que à 7 c'est ma far nam nous on a nous kata fait alkutu haute Guinée forêt à nous futa nous hayera mona pour que fanga ya na kankire makona kina na don sono puisque on a accord à faire nous Union européenne o maya na ba makona kina kona kina na fama ensuite on a bi mata farima donc nous avons semblé belébé fife pêchement dans 2 mois je crois c'est mois de novembre on aura une conférence sur la pêche puisque Union européenne a fait bateau fanga vita fait pour que nous mouvons bateau ran fa automé irano on tricher no bara contrat signal que tout bateau belebele bring irano carburé boki manana ra me bete mama tima sono donc ma port a famene o sewade ba on se Dakar o yagima on se Abidjan o yagima ne magala sintina ne le fa benina yagima. La feuille d'audience du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a reçu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et celui de l'Espagne. Ces 2 diplomates étaient venus faire leurs adieux après une mission arrivée à son terme. Le diplomate britannique, de son côté, annonce certains projets. Le résumé de ces audiences avec Tierno Ousmane Diallo. En fin de mission en Guinée, l'ambassadeur d'Espagne est reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Durant ses années d'exercice dans le pays, le diplomate espagnol s'est investi dans le renforcement des liens d'amitié entre son pays et la Guinée, ainsi qu'entre la Guinée et l'Union européenne. Une fin de mission qui ne signifie pas la fin de son attachement à la Guinée. Ma mission a duré 3 ans, comme elle dure d'habitude dans les pays de la région. Elle a été très satisfaisante. La seule chose que je ne prévoyais pas, c'était malheureusement le Covid. J'aimerais ajouter que ces relations bilatérales entre l'Espagne et la Guinée sont toujours excellentes et que nous avons travaillé, et j'espère que j'ai travaillé, que je continuerai à travailler pour que ces relations bilatérales continuent au beau fixe. Certaines entreprises espagnoles dans le champ de l'électrification, dans la construction aussi, sont venues sur le terrain et nous avons d'autres projets importants qui sont en phase de préparation. Après l'ambassadeur d'Espagne, le Premier ministre chef du gouvernement Dr Ibrahima Kassory Fofana a reçu le diplomate britannique. Les entretiens ont porté sur des questions diverses. Les 2 pays entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération que toutes les parties entendent renforcer en cette période de crise sanitaire et après la période Covid avec de nouveaux projets de développement. Et je suis arrivé récemment en Guinée après mon séjour pendant la période de crise de Covid-19 au Royaume-Uni. Je suis revenu en Guinée récemment et c'est important pour moi d'échanger les vues avec Monsieur le Premier ministre. Je suis reconnaissant pour le temps qu'il m'a accordé. On a discuté la situation sanitaire dans nos 2 pays. C'est assez difficile partout dans le monde et la situation politique en Guinée c'est une période importante et j'ai expliqué également que nous avons un petit projet de soutenir la Guinée
pendant la période de crise dans les secteurs d'agricole et d'énergie pour fournir l'expertise britannique pour travailler avec la Guinée. Sur le chemin du développement économique, le soutien à la Guinée des partenaires étrangers augure de belles perspectives. Depuis 2010, le pays est redevenu fréquentable avec en prime le renforcement des liens d'amitié et de coopération avec les autres nations du monde. L'autre temps fort de cette édition, élection présidentielle du 18 octobre, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. Dans les préfectures de Mandiana, Kankan et Ségiré, les opérations se déroulent normalement. Les citoyens sont mobilisés pour retirer leurs cartes d'électeurs. Le point avec Saïd Maniado. Du côté de la Haute-Guinée, la distribution des cartes d'électeurs suscite beaucoup d'engouement. Plus de 279 934 électeurs sont répertoriés du côté de Kankan, 455 609 à Sigiri et 203 000 pour Mandiana. Dans ces villes, les commissions travaillent d'arrache-pied pour que chaque citoyen rentre en possession de ce précieux document. J'ai été informé que les cartes d'électeurs sont déjà présentes. Donc je suis venu rechercher ma carte électeur et j'ai déjà reçu ma carte d'électeur. Par rapport au mécanisme, la stratégie qui a été mise en place par rapport à la mobilité des différentes commissions de porte en porte, c'est-à-dire de secteur en secteur, qui a été une initiative innovatrice cette fois-ci, permettant à l'ensemble des citoyens de Mandiana, je vais parler des 203 000 électeurs de Mandiana, pour qu'ils puissent rentrer en possession de leur carte dans les meilleurs délais. Face à l'enjeu de l'élection, l'application correcte de l'opération est primordiale. C'est pourquoi l'équipe de supervision appelle tous les acteurs à plus de responsabilités. Elle fustige cependant la rétention arbitraire des cartes par certains citoyens mal intentionnés qui tentent de saboter le processus. L'observation volontaire des règlements des dispositions qui encadrent la distribution des cartes électeurs, y compris le processus de vote, y compris le dépouillement, y compris la centralisation. Toute personne qui s'est livrée à ces pratiques malveillantes, cette personne sera effectivement jugée pour chef d'accusation de corruption. A fait comprendre les partis politiques au niveau du CIP parce qu'ils ont posé cette question que pourquoi ils ne sont pas membres de la commission de distribution des cartes. Nous avons dit que les commissions sont sous l'autorité de la CENI et on ne veut pas qu'ils soient influencés par n'importe quel parti politique. Donc ils peuvent être observateurs, ils peuvent amener leurs délégués pour pouvoir observer tout ce qui se passe au niveau des commissions et remonter les informations au niveau de leur structure d'origine. Mais ils ne sont pas membres, ils laissent les commissions faire leur travail. Il faut dire que sur le terrain, plus de 200 commissions assurent la distribution selon la taille des préfectures. On parle actuellement de 30% par endroit. Saïdman, merci. Très bon séjour dans la savane. Les préparatifs de la présidentielle vont bon train. En plus de la CENI, les partenaires comme Stade Vivo International se penchent sur le respect des droits en période électorale. Il offre aux acteurs de terrain des méthodes innovantes d'évaluation des droits humains. Objectif, éviter tout risque de violence durant le processus électoral. Mohamed Seyar Souba. À moins d'un mois de la présidentielle du 18 octobre, le respect des droits de l'homme mobilise les acteurs impliqués dans le processus électoral. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la Cour suprême qui vient accompagner, vous avez la CENI, vous avez l'Institution nationale indépendante des droits humains, vous avez la société civile qui fait le monitorage et le monitoring du processus électoral aussi, vous avez la presse. Et donc l'objectif principal pour nous, c'est d'essayer donc de renforcer les capacités ou les connaissances donc, des participants en matière électorale. Et nous avons bénéficié de l'accompagnement de la Konrad Adenauer Stiftung. C'est une fondation allemande qui appuie nos deux structures. C'est important d'appuyer la CENI, d'appuyer le gouvernement guinéen dans son objectif de maintenir la paix et le calme dans notre pays, donc d'avoir des élections apaisées. En raison de la Covid-19, la centaine de participants est répartie en 3 groupes de travail. Chaque groupe aura 2 jours pour la maîtrise des nouveaux outils de surveillance et d'évaluation des droits de l'homme en période électorale. Ce sera des exposés, des échanges. Et ici, les modules préparés
tiennent compte de l'évaluation du respect des droits de l'homme. Et sur place, on ne va pas évaluer ici le respect des droits de l'homme en période électorale, mais nous formons des acteurs ici pour évaluer les droits de l'homme sur le terrain. Parmi les parties prenantes, l'INIDH, Institution nationale indépendante des droits humains. En plus de son rôle de promotion des droits de l'homme, la structure souhaite se déployer pour l'observation électorale. La présidentielle à venir est perçue comme une opportunité à saisir. Cet atelier, donc, comme je disais, vient après nommer parce qu'il nous permettra d'avoir suffisamment d'informations, suffisamment de connaissances qui nous permettront sur le terrain de nous acquitter correctement de la tâche qui nous est dévolue. À la suite de ce cadre d'échange axé sur comment évaluer le respect des droits de l'homme, autorités publiques, acteurs de la société civile et forces de sécurité sont attendus à la tâche. Il sera essentiellement question de viabiliser ces nouveaux outils pendant et après la présidentielle. Je vous le disais en titre, la pandémie de coronavirus ne cesse d'avoir des impacts sur le secteur sanitaire. C'est le cas des sites de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Au niveau des centres de traitement de Conakry, de nombreux patients séropositifs ont disparu depuis l'apparition du Covid-19. Ils sont près de 800 personnes qui ont interrompu leur traitement, selon les statistiques des Médecins sans frontières Belgique. Suivez ce grand format signé Adia Toubari. Ces derniers mois, la présence de la pandémie du Covid-19 a fortement impacté les stratégies de lutte contre le VIH en Guinée. À cause de la contamination communautaire du coronavirus, le dépistage de masse a connu une réduction de plus de 73%, selon Médecins sans frontières Belgique. Au sein des différents sites de prise en charge des patients vivant avec le VIH, c'est aussi une baisse du taux de fréquentation des malades qui est enregistrée. Dans les 9 sites de Conakry couverts par MSF, plus de 800 malades de VIH sont invisibles depuis l'apparition du coronavirus en Guinée. Suite aux difficultés d'accès de la communauté vers les structures de santé, une grosse portion de perdu de vue, abandon de traitement, où on a enregistré plus de environ 800 patients qui ne sont jamais venus pendant cette période poursuivre leur traitement. D'habitude, on profitait des grands espaces de rassemblement pour sensibiliser et permettre à la population de savoir est-ce qu'elle a le VIH ou pas. Donc un des impacts directs a été la mise en stand-by de cette activité. On a une baisse de 1252 personnes qu'on aurait pu dépister, mais malheureusement à cause du Covid, la population n'a pas eu accès à cette opportunité. Le centre médical communal Les Flamboyants est l'une des structures sanitaires qui intègre les activités de prise en charge du VIH. Une cohorte de 1900 malades sont suivis ici par le personnel soignant. Mais la crainte de contracter le Covid-19 empêche la plupart des patients à respecter les rendez-vous médicaux. Aïssatou, qui vit avec le virus depuis 14 ans, est dans cette catégorie. Alors là, je suis en retard. Parce qu'on m'avait dit, si je viens ici, on va me dépister pour le Covid. Je suis restée à la maison pendant longtemps. Des fois, il arrive que je ne peux pas venir. Cette interruption du traitement antirétroviral des patients VIH due à la crise sanitaire du coronavirus favorise la multiplication rapide du virus dans leur corps. Conséquence directe, l'atteinte du stade avancé de la maladie chez près de 400 patients VIH. L'année 2019, durant toute l'année, nous avons admis 730 patients au niveau de notre unité de prise en charge du stade avancé de la maladie. Mais pendant cette période Covid, nous avons déjà atteint 400 patients admis sur cette courte période. C'est pour vous dire que les patients arrivent trop tard dans les structures de prise en charge et sont dans un stade avancé de la maladie. L'autre aspect des effets de la pandémie de coronavirus sur le VIH est la réduction drastique de l'accès à la charge virale. Les 4 sites de réalisation de l'examen de biologie moléculaire du pays ont enregistré une grande rupture d'intrants en réactifs. Face au problème, le Programme national de prise en charge et de prévention des infections sexuellement transmissibles et VIH-Sida a pris des dispositions pour atténuer l'impact du Covid-19 sur le traitement du VIH. La charge virale
qui est un élément de mesure de la qualité de ces traitements, a manqué à un moment donné, suite, comme je le disais tantôt, à l'arrêt des vols commerciaux. Alors nous nous sommes vraiment mis en rapport avec nos différents partenaires de terrain pour voir le peu de réactifs que nous avions, de pouvoir les réorienter vers les patients peut-être en échec thérapeutique. Et ça, c'est les médecins, les agents de terrain qui peuvent pouvoir identifier ça. En Guinée, le taux de prévalence nationale du VIH est de 1,5%, soit 120 000 personnes infectées par la maladie. Parmi eux, 13 000 séropositifs bénéficient d'un traitement médical grâce à l'appui de Médecins sans frontières Belgique. Aux côtés du ministère de la Santé, MSF se bat pour assurer la continuité des services de prise en charge des patients VIH, quelle que soit la situation sanitaire dans le pays. La Tabala est une organisation de la société civile pour le développement communautaire. Elle vient de rendre hommage à tous les pionniers du système de santé de notre pays pour leur implication dans la lutte contre le virus Ebola et Covid-19. Voici le reportage de Moussa Bangoura. C'est une organisation de la société civile pour le développement communautaire, composée de jeunes leaders, cadres et artisans évoluant dans les différents secteurs socio-professionnels. La Tabala se fixe comme mission la promotion de la santé à travers la prévention, le dépistage et la prise en charge des maladies. Pour l'occasion, la Tabala a tenu une grandiose cérémonie au cours de laquelle elle a rendu hommage à tous les pionniers du système de santé de la Guinée pour leur implication dans la riposte contre non seulement Ebola, mais aussi le Covid-19. Célébrer les pionniers et icônes du système de santé est un impératif car ce sont des personnes qui ont fait l'histoire pour avoir servi avec fierté, dignité et honneur en posant des actes solides de nos systèmes de santé. C'est pourquoi je voudrais féliciter et remercier tous ceux ou celles qui ont été les artisans de ce combat. L'initiative est appréciée à plus d'un titre, vu son importance dans l'évolution de la santé publique en Guinée. Je voudrais féliciter l'ONG La Tabala pour sa belle initiative de se pencher sur le passé de la médecine guinéenne. Vous avez passé en revue ceux qui ont façonné la médecine guinéenne. Je rends un hommage particulier au professeur Mamadou Kababa, présent dans la salle, avec qui j'ai beaucoup de belles histoires et d'anecdotes à raconter, tout comme avec tous les autres. Ce 17 septembre 2020 restera dans les annales de l'histoire de la santé en Guinée comme un moment d'intense émotion, mais aussi de reconnaissance de l'œuvre et du sacrifice des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à soulager les souffrances de leurs prochains. Je vais parler des médecins et des paramédicaux qui ont fondé le système de santé de la Guinée. Il faut saluer l'ONG La Tabala, encadrée par les maîtres de l'art, pour cette initiative de reconnaissance du mérite du personnel de santé qui survient en cette année 2020, dédiée au niveau international au personnel de santé qui montre partout dans le monde son héroïsme face à la pandémie de ce début du XXIe siècle. C'est par la remise d'un trophée aux représentants de l'OMS suivi d'une distribution de satisfecit que l'événement a pris fin. De Conakry, on remonte dans la savane guinéenne pour voir et apprécier l'huilerie de Dabola. Depuis 2014, l'huilerie est relancée à travers un partenariat public-privé, mais sans succès. Il y a quelques mois, le partenaire privé s'est retiré du capital. Du coup, l'État guinéen a repris toutes les actions de l'usine. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, vient de nommer un nouveau directeur général pour booster la productivité. Voici le reportage. Abdul Karim Kamara. Au centre géographique de la Guinée, ce joyau industriel a toujours été une force vitale dans les esprits. C'est l'enfant que Dabola a toujours entretenu avec tendresse. C'est un souvenir éternel
que ce que nous a laissé. Le fait que l'usine est revenue encore dans la main du gouvernement guinéen, cela est encore plus salutaire. Maintenant que c'est le Guinéen qui produit et c'est le Guinéen qui transforme, ça c'est un soulagement pour la population guinéenne en entier et surtout pour la population de Dabola. Désormais, l'État guinéen reprend les 100% des actions de l'huilerie de Dabola. Dans la sous-préfecture de Ndema, les 4000 hectares du domaine agricole de l'usine sont intacts. Cette année, sur 16 hectares mis en valeur, 9 variétés d'arachides sont expérimentées. Au niveau de la chaîne de production, des machines de dernière génération sont installées. Nous n'avons que des machines modernes. Je peux vous assurer que l'installation qu'on a, c'est comme si tu prenais les installations en Europe. La preuve est qu'on a tourné pendant un bon moment. On peut tourner en plein régime avec une capacité de 50 000 tonnes par an. Après le retrait du partenaire privé de la gestion de l'entreprise, le chef de l'État a nommé un nouveau directeur le 1er septembre dernier. Une nouvelle direction qui s'assigne l'objectif de booster le rythme de productivité. Je rends hommage à Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour l'honneur qu'il m'a fait. Avec le concours des travailleurs, des amis, des producteurs, nous serons à la hauteur pour relever le défi. Et avec un slogan, développer, accompagner et contrôler. Il faut que la population sache que cette unité est faite pour elle. Il faut que les producteurs s'organisent, la population s'organise afin que le plan d'action de cette nouvelle direction soit un plan d'action réalisable. À ce jour, l'usine de Dabola compte 16 travailleurs permanents. Ils sont mécaniciens, conducteurs, électriciens, plombiers et laborantins, avec à disposition des animateurs pour la formation et le suivi des paysans dans les zones de production. Voilà, ce reportage d'Abdou Karim Kamara met fin à cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.